Maître Lansine Silla. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Avant donc d'entamer la plaidoirie proprement dite, après cet exposé des faits, vous avez dû comprendre que tout était orienté contre mon commandant Aboubakar Diakité Ditumba. Comme il a lui-même dit ici, il avait été caricaturé, il avait été peint en noir, il avait été présenté comme un monstre. Il avait été présenté comme le coupable tout fait du massacre du 28 septembre. Mais c'est vrai que cette entreprise a connu un succès éclatant avant l'ouverture de ces procès. Et nous-mêmes, qui sommes ses conseils, nous avons Qu'est-ce qui se passe? Et nous-mêmes qui assurons sa défense, et nous en avons souffert. Nous en avons souffert, Monsieur le Président, de cette diabolisation de mon commandant. Il arrivait, Monsieur le Président, que certaines connaissances, que certaines personnes qui nous voyaient nous occuper de son dossier, et notamment des procédures des demandes de mise en liberté, ne se gênaient pas en nous disant « Eh maître, c'est Toumba que vous défendez ?» Comme si mon commandant était indéfendable. Monsieur le Président, il y a même certains magistrats, j'ai encore en mémoire un propos qu'une magistrate a tenu, et lorsque nous plaidions l'une de ces procédures de mise en liberté, et une représentante du ministère public, peut-être elle va se reconnaître à travers ce que j'ai dit, je ne la nommerai pas, elle allait jusqu'à nous dire « Maître, vous ne savez pas que Toumba n'est pas libérable. » Vous voyez jusqu'où le mépris a été poussé. Cette magistrate a conçu un concept qui n'existe pas en droit, juste parce qu'on avait fait de mon commandant un monstre fabriqué par les services spéciaux, fabriqué par les deux commissions d'enquête, fabriqué par les magistrats instructeurs qui étaient sous l'influence de M. Moussa Keboro,
de M. Claude Pivy, qui était aux affaires en ce moment, qui était à la présidence, M. le Président, et qui instrumentalisait la procédure contre lui. Monsieur le Président, il y a même un autre magistrat qui est maintenant à la retraite, qui, à la Cour suprême, alors, a traité notre dossier des patates chaudes. Il dit, maître, votre dossier-là est une patate chaude. Comme quoi, il fallait rapidement s'en débarrasser. Et en rejetant, et à tort, la demande de mise en liberté, parce que, Monsieur le Président, je vous dis, Maître Poliomba l'a dit ce matin, nous avons introduit sa demande de mise en liberté après l'expiration de tous les délais en la matière. Le juge du référé pénal qui a eu son dossier a constaté que son mandat n'a pas été renouvelé dans les délais. La conséquence de cela, vous le savez, je ne vous apprends rien, c'est la mise en liberté immédiate. À défaut, le magistrat instructeur s'expose à une sanction disciplinaire. Mais, en dépit de toute illégalité, en tâchant sa détention, il va rester en liberté. C'est donc un Toumba faisant l'objet d'un acharnement judiciaire sans précédent qui a comparu ici à la première audience. C'est ce Toumba diabolisé, Monsieur le Président, ce Toumba caricaturé, ce Toumba peint en noir qui a comparu ici. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, à date, mon commandant et ses conseils et tous ses admirateurs se réjouissent de l'instruction définitive dans ce temple de Thémis qui a été des meilleurs, qui a permis totalement, complètement, radicalement d'inverser l'étiquette qui lui était collée à la peau. Le masque qu'on lui avait fait porter à tort, il a déposé ses masques et ceux qui lui ont fait porter ses masques, désormais, doivent le porter, Monsieur le Président. Monsieur le Président, aujourd'hui, l'opinion nationale et internationale le reconnaît comme étant un homme de valeur, le reconnaît comme étant un panafricain qui, par sa bravoure, par son courage, par sa témérité, a contribué de façon remarquable et indiscutable aux haïssements de la vérité dans cette affaire. Au point que nous sommes en mesure même de se poser la question de savoir, et légitimement, que serait devenu ce procès sans la participation de mon commandant? Que serait devenu ce procès, Monsieur le Président? Ce procès qui, à son début, n'intéressait personne. Il a fallu la lumière qu'il a apportée, sa sincérité, Monsieur le Président, pour que ce procès puisse retrouver ces lettres de noblesse que nous lui reconnaissons désormais. Monsieur le Président, cette sincérité de mon commandant n'a pas manqué de susciter et à foison, ça et là, des prix à travers la Guinée.
et à travers le monde entier, Monsieur le Président, des actes de reconnaissance. Monsieur le Président, seulement en 2022, vous avez 2 organes de presse. Dîner News, un organe de presse en ligne, et le groupe Joma, qui l'ont désigné comme étant la personnalité de l'année. Pendant qu'il est en détention. Mais Monsieur le Président, au titre des mêmes actes de reconnaissance, vous avez la Fédération internationale pour la paix qui l'a élevé au rang d'ambassadeur de la paix. Un commandant qui a semé la paix à la maison centrale. Mon commandant qui a permis à ce procès d'être un véritable procès, de connaître le succès qu'on lui reconnaît aujourd'hui. Mon commandant, Monsieur le Président, au titre des mêmes actes de reconnaissance, il a été désigné, et cette fois-ci, c'était à l'occasion de sa 2e édition, par le Festival international de la sable de Conakry, dénommé FISC, comme étant la meilleure personnalité sapeur de l'année 2023. Voyez-le, il est le seul à arborer des boubous, des grandes valeurs. Aujourd'hui, Monsieur le Président, des maisons de couture lui font la cour parce qu'il est devenu une star interplanétaire lorsqu'il porte des habits qui sont cousus par une maison. Ça suffit comme publicité. Monsieur le Président, les boubous qu'il porte, ce sont des maisons de couture qui l'habillent. Qui l'habillent. Et je parlerai toujours de ces actes de reconnaissance. Il ne porte pas aujourd'hui ces cadeaux qui lui est venu du Niger. C'est le Président qui lui a été offert par un notable, je veux dire, nigérien, qui porte souvent tout autour de son cou. Peut-être demain, il viendra avec, vous verrez ça. Ce cadeau est venu du Niger. Et puisqu'on parle du Niger, je ne saurais passer sous silence, Monsieur le Président, le nom d'une artiste. Tissou. Tissou, Monsieur le Président, qui fut la première artiste à chanter mon commandant. Tissou, qui lui a dédié une chanson qui a parcouru tout l'univers, intitulée « Je veux un mari comme Toumba ». Depuis ça, des chansons partout. Toumba est chanté aussi bien par des artistes guinéens qu'africains et même par des artistes étrangers. On ne peut plus dénombrer le nombre de chansons qui lui sont dédiées à travers le monde entier. Monsieur le Président, aujourd'hui, les réseaux sociaux lui sont reconnaissants. Des groupes de soutien existent à foison sur Facebook, TikTok, Instagram, Telegram, WhatsApp, YouTube, que sais-je encore. Je ne vais pas nommer tous ces groupes qui peuvent atteindre aujourd'hui des centaines.
J'en ai plein dans mon téléphone, Monsieur le Président. Et M. Abouaka Diakité Ditumba, les philanthropes, les bienfaiteurs ne sont pas en reste. Ceux qui lui apportent des cadeaux partout. Maître Yomba et moi, nous en recevons à tout moment, aussi bien en numéraire qu'en nature. Pour lui, Monsieur le Président, il est un confrère des partis civils, je ne vais pas le nommer, qui a été tout récemment aux États-Unis. Lorsqu'il revenait, un cadeau lui a été remis, il va se reconnaître, pour mon commandant. Monsieur le Président, en dehors même de tout cela, il y a combien de Toumba? Il y a aujourd'hui une quarantaine d'homonymes, des Guinéens comme des étrangers, qui mettent des enfants au monde, qui souhaitent que leur enfant porte le nom de Toumba. Ah, Toumba, c'est fini. Cette réputation ira au-delà de votre vie. Mon commandant, par rapport à ces homonymes, Monsieur le Président, le dernier en date, dont le père était là la dernière fois, le dernier en date, son père va se reconnaître, s'appelle Aboubakar Toumba Sall. Aboubakar Toumba Sall. Qu'il ait longue vie, qu'il soit brave comme mon commandant. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, tout cela est dû au déballage que vous avez fait ici, à votre sincérité. C'est ce qui vous vaut aujourd'hui, mon commandant, une popularité interplanétaire. Je vous apprends, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, que depuis la comparution de mon commandant, depuis que vous l'avez identifié ici, il vous a donné sa date de naissance en disant qu'il est né un 30 avril et depuis son déballage. Monsieur le Président, chaque 30 avril, son anniversaire est célébré à Paris, sous les pieds de la Tour Eiffel, par des Africains épris de sa sincérité sans faille, résidant dans cette capitale, symbole des libertés et des droits de l'homme. Monsieur le Président, sur la popularité, qu'est-ce que le prophète Mahomet nous enseigne sur la popularité? C'est un hadith qui nous est rapporté par Bukhari et Muslim. Un hadith sur le prophète Mahomet. Un hadith portant sur la popularité. Monsieur le Président, ce hadith nous apprend ceci. Quand Allah, subhanahu wa ta'ala, aime quelqu'un, il appelle Gabriel et lui dit, j'aime un tel, aime-le à ton tour. Gabriel l'aime alors et crie aux habitants du ciel, Allah aime un tel, aimez-le, donc vous aussi. Il devient ainsi aimé des gens du ciel et on le rend sympathique sur terre. Fin du hadith. C'est dire, Monsieur le Président, que dans cette affaire de Toumba, comme le dirait le commandant, le citoyen ordinaire, dans cette affaire de Toumba,
alors il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans, Monsieur le Président. Que Dieu soit avec vous, que Dieu soit avec nous, que Dieu soit avec la République de Guinée. C'est dire que si Dieu est favorable à quelque chose, en bon croyant, on doit éviter d'aller à l'encontre de cela. Sinon, ce serait aller à l'encontre de la volonté divine. En d'autres termes, Monsieur le Président, mon commandant est devenu la consécration incontestable de l'adage selon lequel Vox Populi, Vox Dei, la voix du peuple est la voix de Dieu. Mon commandant, le peuple est avec vous. C'est dire que M. Aboubacar Diakité Ditumba, M. le Président, M. les assesseurs, n'appartient plus qu'à la Guinée. Il n'appartient plus qu'à la Guinée, mais à toute l'Afrique entière, à toute l'humanité. Comme entonne un chant épique au Manding, Monsieur le Président, je voudrais rappeler ici cette chanson mandingue qui dit « Qui tue son chien méchant se fera mordre par le chien méchant de tout. » Autrement dit, certes, nul n'est prophète ce soir, mais nous devons garder notre Toumba national et être fiers de lui. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, au regard de ces développements et de celui qui va suivre, M. Aboubacar Diakité Ditumba et sa défense restent convaincus que le tribunal criminel que vous incarnez n'hésitera pas à l'acquitter purement et simplement. Pour ce faire, nous allons procéder à des observations préliminaires, comme je l'annonçais. On va d'abord parler des plaidoiries réquisitions qui ont été présentées ici et qui sont contraires aussi bien à l'ordonnance de renvoi qui est votre acte de saisine, tout comme contraire au jugement avant du droit que vous avez entrepris ici et qui a joint au fond la question des réqualifications portées par le ministère public, suivi par les partis civils. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, avant d'aborder la violation de l'ordonnance de renvoi en date du 29 décembre 2007 et du jugement avant du droit, je voudrais m'attarder sur la nature particulière de l'ordonnance de renvoi qui vous saisit. Cette nature particulière s'explique même par son appellation, s'explique même par son intitulé et ses motifs. Cette ordonnance renferme à elle seule 3 ordonnances, à savoir une ordonnance de réqualification, une ordonnance de non-lieu partiel et une ordonnance de renvoi devant ce tribunal criminel. Et dans les conditions normales, chacune de ces ordonnances pouvait faire l'objet d'une décision à part entière.
Monsieur le Président, parmi toutes ces ordonnances, celle qui vous saisit et des faits et des personnes qui y sont visées est bien l'ordonnance de renvoi et non l'ordonnance de non-lieu partiel, encore moins l'ordonnance de réqualification. Et les faits dont vous êtes saisis sont bel et bien des infractions du droit commun. Monsieur le Président, ces faits-là, alors, en tant que juge, si l'ordonnance de réqualification n'avait pas fait l'objet des recours, si toutes les voies de recours n'avaient pas été épuisées contre cette ordonnance, Monsieur le Président, nous le savons. Nous savons qu'en tant que juridiction de jugement, que vous êtes maîtresse des qualifications des faits dont vous êtes saisis, mais étant entendu que vous avez été saisi pendant que cette ordonnance est devenue définitive et irrévocable, Monsieur le Président, vous êtes d'accord avec nous que cette ordonnance, et pour les motifs que nous avons développés ici et sur lesquels je n'interviendrai plus, parce que ce débat sur la question des réqualifications a été déclaré clos après 2 semaines durant des débats menés à bâton rompu, à l'issue desquels vous avez déclaré les débats clos, et la question a été jointe au fond, et cette question a donc fait l'objet de mises en délibéré. Donc, Monsieur le Président, mon commandant Boubacar Diakité Ditumba et sa défense ne refera pas ces débats, même si les partis civils et le ministère public et d'autres confrères ont accepté de refaire ces débats, même si des confrères ont voulu se rattraper en refaisant ces débats, même si le ministère public et les partis civils, de commun accord, ont voulu entraîner certains confrères de la défense sur cette piste. Non, nous n'irons pas sur cette piste, Monsieur le Président. C'est d'ailleurs, puisque vous n'êtes saisi que de l'ordonnance de renvoi, c'est pourquoi vous n'avez jamais appelé à cette barre Messieurs Mathurin Bangoura et Bienvenu Lama, en faveur desquels cette ordonnance des non-lieux partiels est intervenue. Donc, puisqu'ils ne sont pas renvoyés, vous ne les avez jamais appelés ici. Monsieur le Président, revenons à présent à votre acte de saisine, l'ordonnance de renvoi numéro 007 en date du 29 décembre 2017 qui a été rendue conformément aux dispositions des articles 288 et 299 du Code de procédure pénale. Vous me permettrez de donner lecture de ces dispositions parce que elles nous permettent de parler de l'étendue de votre saisine. Elles permettent d'éviter qu'en dehors de votre acte de saisine, que vous puissiez vous autosaisir. L'article 298 de notre Code de procédure pénale dispose
Si le juge d'instruction estime que les faits constituent un crime, il ordonne le renvoi de la procédure et un état des pièces à conviction devant le tribunal criminel. L'article 299 poursuit. Les ordonnances rendues par le juge d'instruction en vertu de la présente section contiennent les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, domicile et profession de l'inculpé. Elles indiquent la qualification légale du fait imputé à celui-ci et de façon précise les motifs pour lesquels il existe ou non contre lui des charges suffisantes. Monsieur le Président, vous conviendrez avec moi que ces dispositions légales sont très claires. C'est à leur lecture, il résulte que l'acte de saisine du tribunal est bien l'ordonnance de renvoi contenant les prénoms, noms, dates, lieu de naissance, domicile, profession de l'inculpé, avec indication de la qualification légale du fait qui lui est imputé et les motifs précis pour lesquels il existe des charges suffisantes contre lui. En application de ces dispositions légales et suivant l'ordonnance 007 en date du 29 décembre 2017, le pool des juges d'instruction a renvoyé M. Abouakar Diakité Ditumba, né le 30 avril 1968 à Conakry, de Mamadi Diakité et Feu Diaraï Bari, médecin militaire, matricule 24 783 G, marié à une épouse, demeurant au quartier Béanzin, commune de Matoto, Conakry, ces 10 ans jamais été condamné, mandat de dépôt du 14 mars 2017. Au motif, Monsieur le Président, qu'il résulte de l'information des charges suffisantes contre lui pour avoir commis les infractions suivantes. 1, Monsieur le Président, tel que ça résulte de l'ordonnance de renvoi. Assassinat, fait prévu et puni par les articles 206 et 208 du Code pénal. 2, complicité de viol, fait prévu et puni par les articles 268 et 19 du Code pénal. 3, complicité d'enlèvement, de torture et de séquestration, fait prévu et puni par les articles 19 et 103 du Code pénal. 4, coups et blessures volontaires, fait prévu et puni par les articles 239 et suivants du Code pénal. 5, complicité de vol à main armée, fait prévu et puni par les articles 19, 373, 381 et 382 du Code pénal. 6, entrave aux mesures d'assistance et non-assistance à personne en danger, fait prévu et puni par les articles 298, 97 et 298 du Code pénal. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, voilà les faits et leurs qualifications pénales pour lesquels M. Abouakar Diakité Ditumba est renvoyé devant vous. Si bien qu'à l'ouverture de ces procès et à l'audience du 28 septembre 2021, après l'avoir identifié conformément à cette ordonnance de renvoi, vous lui avez notifié ces faits avec leur qualification pénale. Ainsi, les débats se sont poursuivis sur la base de ces faits et de ces qualifications pénales pendant près de 2 ans, jusqu'à ce que le ministère public vous soumette des réquisitions aux fins de réqualification. Comme je le disais, ces débats a été menés à bâton rompu. Comme je le disais, Monsieur le Président, par jugement avant dit droit en date du 20 mars 2024, ce tribunal a décidé de joindre la question de réqualification au fond. C'est après tout cela que la phase des confrontations a été entamée et à l'issue de ces confrontations, Monsieur le Président, vous avez déclaré les débats clos et
vous avez ordonné les plaidoiries et réquisitions. C'est dire qu'à date, les faits dont le tribunal des sciences est saisi contre lui sont et demeurent les infractions du droit commun dont je viens de faire état, conformément à l'ordonnance de renvoi. Dans ces conditions, Monsieur le Président, en plaidant et en requérant, sur la base des faits de crimes contre l'humanité et des responsabilités de commandement des chefs militaires, avant toute décision de requalification dans ce sens par votre juridiction, vous conviendrez avec nous que les plaidoiries des parties civiles et les réquisitions du ministère public ont porté sur un autre dossier et non celui dont vous êtes saisi et qui fonde votre saisine. Monsieur le Président, de mémoire d'avocat, je n'ai jamais appris ni vécu une telle situation où les parties civiles et le ministère public, des concerts, ignorent l'acte de saisine du tribunal criminel pour plaider et requérir sur la base des faits qui y sont complètement étrangers. Ces situations gravissimes, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, ne doivent pas rester impunis. Ils se sont complètement fourvoyés. Ils se sont trompés à la fois des faits et des qualifications pénales dont vous êtes saisis par l'effet de l'ordonnance de renvoi numéro 007 en date du 29 décembre 2017. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, si pour les parties civiles et le ministère public, l'erreur est permise, pour vous, aucune erreur n'est permise. Autant aucune erreur n'est acceptable, tolérable, de la part d'un médecin qui procède à une intervention chirurgicale sur un être humain, autant aucune erreur n'est acceptable et tolérable de la part des magistrats que vous êtes, qui siègent en matière criminelle. Car, Monsieur le Président, vous avez une lourde responsabilité. Une responsabilité qui est incompatible avec toute erreur. Cette responsabilité, c'est elle qui vous permet de statuer sur la liberté des accusés, sur leur honneur, sur leur patrimoine et même sur leur vie. Monsieur le Président, à travers la décision que vous entreprendrez. Donc, c'est pour vous dire que tel qu'ils ont procédé, vous ne procéderez pas de cette façon. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, par conséquent, en l'état actuel de la présente procédure et en l'absence de toute décision de requalification des faits en crime contre l'humanité et en responsabilité de commandement des chefs militaires, le tribunal passera outre les réquisitions et les plaidoiries des confrères qui ont porté sur des faits et des qualifications complètement étrangers aux faits et qualifications faisant l'objet de l'ordonnance de renvoi qui est votre acte de saisie. C'est pourquoi je disais que, en ce qui concerne la défense de mon commandant, il est hors de question de plaider les faits de crimes contre l'humanité et des responsabilités de commandement des chefs militaires au risque de cautionner le coup de force perpétré par les parties civiles et le ministère public contre l'ordonnance de renvoi.
Monsieur le Président, puisque nous sommes des plaideurs, puisque nous sommes soumis à l'autorité de la loi, au principe de la légalité, Monsieur le Président, qui vous régit, qui nous régit, si par extraordinaire, Monsieur le Président, il vous arrivait seulement dans le secret des délibérations, ce qui nous étonnerait fort, à procéder à la requalification des faits en crime contre l'humanité et en responsabilité des chefs hiérarchiques. Monsieur le Président, nous voudrions qu'il vous plaise observer le droit de la personne poursuivie d'être informée des charges retenues contre elle, un droit fondamental, un droit consacré par les instruments juridiques internationaux, un droit consacré par les dispositions de l'article préliminaire de notre Code de procédure pénale, plus précisément l'alinéa 7 de l'article préliminaire, où, Monsieur le Président, le législateur dispose clairement que elle, la personne poursuivie, a le droit d'être informée des charges retenues contre elle. Sur le droit de la personne poursuivie d'être informée des charges retenues contre elle, comme je le disais, notre pays a ratifié des instruments juridiques internationaux qui consacrent ces droits. Je vais vous donner lecture de l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civiques et politiques. Je crois que nous avons en face des avocats des partis civils qui sont pour la plupart des droits de l'homme, qui sont attachés au respect des instruments juridiques internationaux. Cet article dispose, petit 2, tout individu arrêté sera informé au moment de son arrestation. Des raisons de cette arrestation recevra notification dans le plus court délai de toute accusation portée contre lui. De toute accusation portée contre lui. Monsieur le Président, cette disposition de l'article 9 ratifié par notre pays correspondent à l'article 6, j'ai fait du droit comparé, point 3, petit a de la Convention européenne des droits de l'homme, lesquelles dispositions sont libellées en ces termes, tout accusé, notamment, tout accusé, a droit notamment, d'être informé dans le plus bref délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée de la manière et de la cause de l'accusation portée contre lui. Monsieur le Président, en application de ces dispositions, la Cour européenne des droits de l'homme a rendu une décision qui a condamné l'État français et à des montants très élevés. Il s'agit de l'affaire Miro contre l'État français. Il s'agit de l'arrêt du 26 septembre 2009. Je vais vous donner la quintessence, la substance de cet arrêt. Dans cet arrêt, Monsieur le Président, il est dit ceci. Il incombe à la juridiction interne, faisant usage de son droit incontesté de requalifier les faits,
de donner la possibilité aux requérants d'exercer ses droits de la défense de manière concrète et effective, notamment en temps utile, en procédant par exemple au renvoi de l'affaire pour ouvrir les débats ou en sollicitant les observations du requérant. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, c'est pour vous dire que si jamais il vous arrivait, puisque nous ne pouvons rien contre votre impérium, à décider dans le sens de la requalification, en retenant comme qualification les faits des crimes contre l'humanité, en retenant comme qualification responsabilité des chefs militaires, Monsieur le Président, nous voudrions que, conformément aux dispositions de l'article préliminaire alinéa 7 de notre Code de procédure pénale et de l'article 9 du pacte international et relatif aux droits civils et politiques, ratifié par la République de Guinée, qu'il vous plaise, rouvrir les débats et donner la parole à chacun des accusés, et notamment à mon commandant, pour qu'il puisse se défendre relativement à ces nouvelles qualifications que vous retiendrez. Monsieur le Président, cela ne serait que la juste application des dispositions légales. Monsieur le Président, comme je l'ai annoncé, je voudrais à présent aborder, parce que ces questions me paraissent essentielles, je voudrais passer en revue des questions relatives aux notions du régiment, de la garde présidentielle, de l'aide de camp, du chef militaire et de la distinction, Monsieur le Président, entre le traitement équitable des personnes poursuivies pour les mêmes infractions et le pouvoir d'individualisation de la peine par le juge pénal. D'abord, intéressons-nous à la notion de régiment, Monsieur le Président. On a parlé de régiment ici. Alors, un régiment est composé de combien de bataillons? En réponse à l'une des questions qui lui a été posée par le président de la commission d'enquête nationale dite indépendante, Monsieur le chef d'état-major général des forces armées d'alors, Monsieur Oumar Sano, Monsieur le Président, a été on ne peut plus clair. Il a déclaré ceci: le régiment commando est l'une des compositions de l'armée, comme si on disait section, compagnie, il est au-dessus de tout ceci. Alors, il donne la composition. Il est composé de 4 bataillons. Les Rangers, formés par les Américains. 2. Les BSP, formés par les Français. C'était l'ancienne garde de feu président général Lansana Conté. 3. Les commandos chinois, formés par les Chinois. Et 4. BATA, bataillon des troupes aéroportées. Monsieur le Président, son enregistrement audio en date du 8 janvier 2010 en fait foi. Mais vous savez que ces régiments commando, au-delà, en plus
de ces bataillons, M. Marcel Guilavogui et d'autres l'ont dit ici, ces régiments commandos comprenaient aussi les camps Koundara, Tombo, Bellevue et le groupe d'intervention rapide de J, lesquels étaient appelés la garde éloignée. Monsieur le Président, en ce qui concerne ces régiments, le président Dadis lui-même, puisqu'on ne peut pas être plus éloquent que lui, il vous a dit ici que pour être nommé commandant du régiment, il y a une condition de grade. Il faut, et d'autres accusés l'ont dit, dans leur procès verbal, M. Moussa Keboro Kamara, M. Pivi, qu'il faut au moins le grade de colonel. Ça, c'est l'un des critères. Mon commandant ne réunissait pas ces critères. Mais il ne suffit pas d'avoir le grade des colonels ou même des généraux. Monsieur le Président, cette question des grades n'est pas suffisante si vous n'êtes pas bénéficiaire d'une décision de l'autorité des nominations qui était et demeure Monsieur le Président Moussa Dadis Kamara. Monsieur le Président, mon commandant Abouakar Diakité Ditumba ne réunissait aucune de ces conditions. Il n'a été bénéficiaire d'aucun décret. Il n'a jamais été nommé dans ses fonctions. Sous le CNDD, ça a été dit ici et reconnu, ceux qui ont eu à occuper les fonctions de commandant et d'adjoint du régiment étaient respectivement M. Aïdor Ba et Sa Alphonse, qui seront révoqués par la suite. Et depuis leur révocation, le président n'a pris aucune autre décision pour pourvoir à leur remplacement. Il a lui-même repris les choses en main pour avoir la même mise sur l'armée, Monsieur le Président. Et sur la question du régiment aussi, Monsieur le Président, pour vous dire que tout autre argument développé par M. Moussa Dadis Kamara est inopérant et ne peut pas prospérer. Monsieur le Président, non seulement il était l'autorité des nominations, il nous aurait dispensé de ces débats si il avait pris un décret. Il y a l'une de ses avocates qui nous a rappelé ici que c'était le président Dadis qui nommait conformément à l'article 39 de la Constitution qui était en vigueur avant son avènement au pouvoir aux emplois civils et militaires. Donc, le débat sur cette question est clos en termes de légalité. Mais, Monsieur le Président, vous avez le chef d'état-major général des armées et le chef d'état-major de l'armée de terre qui ont aussi parlé de cette affaire du régiment. Le chef d'état-major général des armées, dans son procès verbal de déposition en date 8 janvier 2010, disait ceci: le régiment a son commandement, mais cela ne voudrait pas dire qu'ils ne sont pas de l'armée. Bon, j'étais déjà intervenu sur ça. Monsieur le Président et M. Ansouman Kaba disaient ceci en ce qui concerne le régiment dans son procès verbal en date du 13 avril 2016, page 3. Il disait ceci:
personne ne pouvait vous dire qui commande le régiment commando. Le désordre était tel qu'il était impossible de le dire. Dès le départ, le président Dadis nous a dit que ce régiment est une affaire qui concerne le ministre de la Défense et lui. Personne ne devrait s'y mêler. Donc, dès le départ, les lignes ont été tracées, les limites ont été fixées. Il s'agit là, Monsieur le Président, autant d'éléments qui démontrent que Monsieur le Président Dadis est bien le commandant du régiment et qu'il ne peut se prévaloir d'aucun autre moyen ici. Et tout autre moyen qu'il invoquera, comme je le disais tantôt, serait inopérant. Monsieur le Président, et comme le ridicule ne tue pas, Monsieur le Président Dadis s'arrange avec sa défense. Il fabrique un document ni daté ni référencé où il porte une signature en imitant mon commandant, en lui attribuant sa signature. Et la dernière fois, quand j'ai vu l'un des avocats de la défense du capitaine parler de ce document, j'ai compris comment ces fautes intellectuelles ont été fabriquées. Il avait en main le procès verbal d'interrogatoire, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, de Monsieur Alpha Amadou Baldi, où celui-ci parlait d'officiers de garnison et parlait, Monsieur le Président, de celui qui était chargé de la planification. Ils se sont servis de ces informations contenues dans ces documents pour fabriquer ces faux documents qu'on veut coller à mon commandant. Monsieur le Président, ça ne marchera pas parce que vous savez bien que lorsqu'un écrit est attribué à une personne qui conteste l'écrit, qui nie l'écrit qui lui a attribué, qui nie la signature qui lui est attribuée, selon qu'on est en matière pénale ou en matière civile, il y a des procédures qui sont indiquées. En matière civile, c'est tout naturellement la procédure de vérification d'écriture. Mais puisque nous ne sommes pas en matière civile, en matière pénale, quelle est la procédure qui est indiquée? Monsieur le Président, lorsqu'un écrit est contesté, mon commandant ne reconnaît pas la signature qui lui est attribuée sur ce document ni daté ni référencé, ce document préparé pour les besoins de la cause, pour faire de lui un commandant d'un régiment, alors qu'il n'en est nullement. Monsieur le Président, la procédure qui est indiquée pour que vous puissiez en tirer une quelconque force probante, c'est la procédure d'expertise. Il faut absolument une expertise graphologique. C'est à la suite de cette expertise graphologique, Monsieur le Président, et seulement à la suite de cette expertise graphologique, que vous pouvez en tirer une quelconque force probante. Et pour illustrer, Monsieur le Président, ce que je suis en train de dire, je n'irai pas ailleurs, je vais rester chez nous. Je vais faire état de deux jurisprudences guinéennes.